Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Mais c'est vrai que quand on est attaché à un lieu et qu'on a une leçon à apprendre dans ce lieu-là, tant qu'on n'aura pas appris la leçon, on aura beau déménager, souvent le problème suit la personne d'un lieu à un autre. Je ne dis pas pour autant qu'elle va retomber malade dans un autre endroit, mais il y a toujours une leçon à apprendre. Pourquoi ce lieu nous a attirés vers lui en première instance. D'ailleurs, on dit souvent que c'est pas nous qui choisissons le lieu, c'est le lieu qui nous a choisi. Oui. Bienvenue à tous, merci d'être là, une nouvelle rencontre, tout droit venu de la Belgique si je ne m'abuse. Tout à fait. Et de temps en temps ça va s'entendre sur des petites pointes d'accent, mais c'est charmant. Marc-Olivier Rinchard est installé sur les canapés. Bonjour Marco. Bonjour Marc. On dit Marco ? Bien sûr. Hein, c'est plus simple ? Exactement. Bon, merci d'être là. Merci également de faire presque cet effort, parce que je sais que c'est aussi sortir de sa zone de confort quand on est parfois un homme de l'ombre et qu'on préfère évoluer dans cet univers discret. Se mettre comme ça face à tout le monde, c'est pas toujours facile. Exactement, c'est un vrai exercice pour moi. J'ai pas vraiment l'habitude de me mettre sous les feux des projecteurs, comme tu le disais. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude d'être pour une autre partie du métier en coulisses. Donc là, c'est un vrai travail sur moi, mais il faut dépasser ses limites. Exactement. On va parler donc de la métaphysique chinoise. Et alors, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir du jus de cerveau ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des choses difficiles ou compliquées à aborder? Non, je te rassure, si on parle de feng shui, d'astrologie chinoise, de Yi Ching, je pense que c'est des disciplines dont on a plus l'habitude d'entendre parler ici en Europe. Donc métaphysique chinoise, c'est vrai qu'au début, quand je devais me présenter, et les gens connaissaient le feng shui, l'astrologie, mais c'est vrai que je pratique plusieurs disciplines, donc c'était plutôt plus facile pour moi de dire je suis un métaphysicien chinois, et puis là, tout de suite, les gens, ah bon? Et donc d'office, ils voulaient avoir un peu plus de renseignements. C'est intelligent comme méthode, parce qu'effectivement, susciter l'intérêt fait qu'à un moment donné, on a envie d'aller plus loin. Exactement. Alors, je voudrais qu'on remette, Antoine, si tu veux bien, le visuel, parce que quand on a préparé l'émission, voilà, et quand j'ai vu la tête de Marc-Olivier que je ne connaissais pas, je me suis dit, ce garçon est solaire. Il y a quelque chose dans sa façon d'être, il y a dans son énergie, on a le sentiment de quelqu'un, alors vraiment je dis les choses telles que je le ressens, hein, de quelqu'un qui, ça je le ressens parce que c'est écrit sur ma fiche, qui baigne dans cet univers depuis évidemment tout petit, qui est né dans cette potion magique de cette dimension spirituelle, on va dire, mais j'ai pas le sentiment que c'est quelqu'un qui se soit retrouvé face à des choix, face à des difficultés de vie, face à la dureté d'une vie existentielle. Je pense que tout le monde reste humain malgré tout. Tout le monde traverse des épreuves. C'est vrai que j'ai eu une période un peu plus compliquée il y a plus ou moins 8 ans de cela, mais j'ai eu de la chance justement à réussir à sortir de cette épreuve-là, de par les disciplines que je pratiquais déjà depuis quasi 25 ans. L'année prochaine, je me suis fait peur moi-même en début d'année en disant l'année prochaine, ça va faire 30 ans que je baigne un peu en métaphysique. Et j'ai du coup pu me baser sur les connaissances que j'avais là-dedans pour me sortir de cette épreuve un peu plus douloureuse qu'on traverse tous. Bon. Mais grosso modo, je ne suis pas à plaindre. Pas à plaindre, bon, voilà. Très bien. C'était mon ressenti sur l'instant. Oui, hein, oui, tout, voilà. Tu te souviens de la libération de Marc en direct sur le plateau d'ABC Talk? Je suis pas très bien. Je suis... Oh, purée. Ça m'a pas mis bien du tout. Je te jure, j'ai sué. Marc, tétanisé, rien qu'à l'idée de monter dans un avion. En direct, sous les yeux de tous, sa phobie est tombée. Net, définitif. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Il y a 2 minutes, là. Tu m'as défoncé la tête. Je sais plus. Ce soir-là, en quelques minutes, il a été libéré. Et cela a littéralement marqué les esprits. Et si c'était ton tour? Tu arrives avec tes peurs, celles qui te bloquent, celles qui t'étouffent, celles qui te freinent, qui te font tourner en rond. Et tu repars sans zèle. Total Reset,
c'est pas une conférence ni un atelier. C'est vraiment une expérience de déprogrammation profonde. Une libération grâce à la fulgurance de la méthode Deeply, dont nous sommes les créateurs. Une réinitialisation inédite qui agit sur les causes inconscientes et sur les symptômes, tes peurs, tes traumas, tes limites. Un saut quantique intérieur orchestré par la team Deeply, là où tout se réinitialise. Les peurs qui te paralysent, les blocages qui t'empêchent d'avancer, les doutes qui t'éloignent de ta vie rêvée. Une libération de tes prisons invisibles. Et c'est ça, Total Reset. Tu entres avec tes peurs, tu ressors libre, léger, reconnecté à ta puissance. Viens vivre le reset que ton âme attend depuis trop longtemps. Les places partent vite. Inscris-toi maintenant, parce qu'après Total Reset, tu ne te reconnaîtras plus. En tout cas, ce côté solaire, effectivement, fait que on a envie d'en savoir plus, au travers d'abord de votre expertise, en tant que métaphysicien, on va dire métaphysicien de la comment on dit ? Métaphysicien chinois. Chinois, voilà, oui, ouais, c'est ça. Non, parce que vous n'avez pas vraiment les traits d'un chinois. Praticien de métaphysique chinoise. Mais voilà. C'est vrai que généralement, j'englobe plutôt asiatique parce qu'il n'y a pas que la métaphysique chinoise. Ouais. Et c'est vrai que c'est rigolo que vous disiez que je n'ai rien d'asiatique parce qu'on me fait souvent la remarque. Il fut un temps, il y a quelques années, il y a un centre taoïste qui a ouvert en Suisse. Et j'étais le seul, si je peux le dire sans que ce soit un jugement de... J'étais le seul le seul européen. Qui enseignait dans ce centre-là. Et on me faisait souvent la remarque, mais en fait, tu es plus connu en Chine qu'en Europe. C'est ça qui est quand même rigolo. Alors, c'est rigolo. Et est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi est-ce que la Chine et tout cet univers-là, au-delà du fait que vous ayez baigné dedans depuis tout petit, pourquoi est-ce que vous vous êtes fait happer par cette dimension-là ? Enfin, j'ai eu la chance, grâce à une personne que vous connaissez, Émilie Nicole, que vous aviez déjà reçue ici aussi, de suivre sa formation. Alors, la formation, on est allé dans nos vies antérieures, entre autres. Et il y en avait une, justement, qui disait que j'étais un conseiller assez proche d'un des empereurs chinois. Donc, ça va jusqu'à là. Et puis, lors d'une des conférences, il y a quelques années, lors d'une des pauses, il y a une dame qui vient vers moi et me disait « Vous êtes entouré de vos guides ». Ils ont tous une longue barbe, enfin il y en a un spécialement, il a une longue barbe blanche, il a un petit chignon tout blanc en tunique asiatique. Donc j'ai eu la confirmation aussi qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur moi. Alors la question c'est de se demander aussi si vous êtes déjà allé là-bas. Oui, plusieurs fois. En Asie en tous les cas, parce qu'il faut savoir que l'histoire de la métaphysique asiatique et du feng shui plus spécifiquement a connu des hauts et des bas. À savoir que, généralement, les disciplines étaient réservées aux empereurs. Et à un moment donné, lors de l'évolution, l'empereur a dit « Oui, mais on va quand même donner quelques techniques de base à la population pour les calmer, mais les techniques plus importantes, on va les garder pour nous, de peur que, justement, la population utilise ces connaissances pour renverser le pouvoir en place. » Et du coup, il y a beaucoup de maîtres, à un moment donné, qui ont été bannis, soit volontairement, ou qui ont pris la décision eux-mêmes de partir de Chine. Ce qui fait que les plus grands praticiens, encore aujourd'hui, sont plutôt dans les pays limitrophes, comme la Malaisie, Singapour, au Japon, Indonésie. Il y a pas mal de maîtres asiatiques. C'est pour ça que je préfère dire asiatique aussi que juste chinois. Vous vous êtes formé là-bas ? En Asie, oui. Donc avant la grande pause qui nous a été imposée en 2020, j'allais 1 ou 2 fois par an en Asie pour me faire former, justement. Donc j'ai commencé vraiment, comme tout le monde, je pense, par pur intérêt, en lisant des livres, donc pour pratiquer pour moi-même. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans la salle à la maison avec mes parents et ma mère, qui donne un livre à propos du feng shui à mon frère, qui à l'époque cherchait un sujet de fin d'études pour son mémoire à l'université. Donc il travaille dans la construction, il est ingénieur. Et ma mère dit, mais il faudrait peut-être que tu lises ce livre, ça vient de Chine en ce moment. Il y a beaucoup de demandes autour de cette discipline. Je fais juste une petite parenthèse, c'est que mes parents, ils ont une librairie de tout ce qui est médecine parallèle, bien-être, alternative à Bruxelles. Et donc ils baignaient dedans, et donc ils ont été quasi un des premiers à recevoir ces livres en français qui étaient traduits à l'époque. Et ma mère dit, vas-y, peut-être que tu trouveras quelque chose là-dedans. Et mon frère a lu le livre, et il a dit, mais oui, mais en fait, j'ai l'impression que tout est dans le livre, et que qu'est-ce que je pourrais apporter moi en plus pour mon travail de fin d'études que ce qu'il y a déjà écrit dans le livre.
Donc ce livre s'est retrouvé sur la table de salon chez nous. Moi, à l'époque, j'avais 16-17 ans. Et à un moment donné, je passe à côté. La couverture m'avait attiré. Elle était, je me rappellerai toujours, c'est une couverture rouge et dorée, donc très à la mode, les couleurs vraiment typiques pour l'Asie, spécifiquement pour la Chine. J'ouvre le livre, je l'ai lu, je suis remonté avec dans ma chambre, je l'ai lu. 2 jours après, je suis allé voir ma mère en disant, à 16 ans, c'est ça que je vais faire. Ma mère dit non. Tu feras d'abord un métier sérieux. Donc, j'ai trouvé ça un peu étrange, alors qu'elle venait de donner le livre à mon frère, ouais. de dire, fais un métier sérieux d'abord et après on verra. Donc, comme je peux comprendre maintenant en tant que parent qu'elle ait eu cette idée-là de vouloir garantir le futur, si je peux dire. Donc, j'ai pratiqué, j'ai fait mes études comme tout le monde, j'ai obtenu mon diplôme à l'université. Et puis, mais en parallèle, je continuais à me faire former, à lire tout ce qui sortait sur le sujet. Et quand j'avais 20 ans, donc 5 ans plus ou moins après, j'avais le diplôme, 21 ans en poche, je suis retourné voir mes parents et dit bon, maintenant, c'est ça que je vais faire. Et là, je suis parti pour la première fois officiellement en Asie, ouais. En 2001-2002. Donc vous avez été un bon petit soldat, quand même. Hein, vous avez fait vos études de lettres. Exactement. Agrég. Oui. Quand même. L'agrégation, s'il vous plaît, parcours universitaire. Aussi, oui. Ouais, évidemment. Vous avez tenté une thèse de doctorat? Alors, oui, ça c'est aussi une histoire très, très rigolote. J'ai toujours été dans mon esprit quelqu'un de très idéaliste en disant on va pouvoir régler tous les conflits, pacifier tous les conflits qui existent entre 2 parties ou 2 personnes ou 2 mouvements ou 2 sous-disciplines, si je peux dire, donc les littéraires d'un côté et les linguistes d'autre part. Ouais. Et je me dis, bon, peut-être que je vais être la personne qui va réussir à effacer cette scission entre les 2 pratiques. Ben non, je me suis un peu épuisé à la tâche pendant 4 ans en étant assistant à la faculté de lettres de Bruxelles, justement. Et donc le doctorat, il est prêt, il est écrit, mais je ne l'ai jamais défendu parce que je ne me retrouvais plus avec les valeurs de l'université à ce moment-là. Je me suis dit, mais à quoi bon aller me mettre dans un moule qui ne me correspond pas? Il y a autre chose qui m'attend, donc j'ai abandonné aux grandes dames de ma mère à l'époque. J'ai abandonné le doctorat qui est toujours quelque part écrit, mais qui n'a rien à voir avec ce que je fais et qui pourrait être sorti à n'importe quel moment. On me l'a déjà proposé lors d'un recueil il y a quelques années. Je dis non, c'est pas vraiment la même. C'est plus vraiment la même personne qui l'a. C'est plus la même énergie, c'est plus le même objectif, le même désir, évidemment. Alors revenons un petit peu sur votre éducation, parce que vous l'avez dit en avant-propos, c'est que vos parents avaient donc cette librairie thématisée. On appellerait aujourd'hui une librairie ésotérique. Oui. Ou de développement personnel? Moi, je dirais plutôt spécialisé, parce que c'est vrai qu'à la base, c'est plutôt des thérapeutes. La clientèle que mes parents visaient, c'était principalement les thérapeutes, donc pas forcément le grand public. Petit à petit, le public s'est intéressé aux disciplines aussi, donc ils se sont ouverts un peu plus davantage aux personnes qui s'intéressent aux disciplines. Et c'était quand même très avant-gardiste pour l'époque. Hein. Mais mes parents étaient avant-gardistes à 2 égards. À l'époque, en 1980, donc 2 semaines avant ma naissance, ils ont créé leur propre maison d'édition pour justement publier, la première maison d'édition a publié des livres en français sur la médecine chinoise. Donc la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. J'ai toujours ressenti que j'avais une envie d'aider les gens. De vouloir les guérir d'une façon ou les accompagner d'une façon. Sauf que la moindre goutte de sang, je peux la lire dans un roman, un thriller, un roman d'espionnage par exemple, mais en vrai, je vois une goutte de sang, mais je peux tomber, je peux avoir un malaise ou tomber dans les pommes. Et donc, je pense que c'est ma façon à moi finalement d'avoir trouvé une façon d'aider les gens. C'est grâce à la métaphysique asiatique. Et ils ont été donc avant-gardistes sur ce point-là, de publier des ouvrages en français sur la médecine chinoise, d'importer tout ce qui était aiguilles d'acupuncture, matériel de moxibustion, les ventouses, etc., de tout importer de Chine à l'époque. On parle quand même d'il y a plus de 45 ans maintenant. C'est pour ça que quand je dis avant-gardiste, à l'époque, on devait quand même les regarder parfois d'un œil un peu particulier, quoi. Tout à fait. Et puis, quelques années après, début des années 90, ils ont créé une deuxième collection de tout ce qui concernait hypnose et thérapie brève, qui à l'époque était aussi... bon, maintenant, il y a les rayons qui débordent, mais à l'époque, c'était très...
En tout cas, il y a effectivement, d'abord vous devez beaucoup, on l'a bien compris, à vos parents, vous devez ensuite beaucoup à ce livre qui a changé beaucoup de choses dans votre vie quand vous avez à peine 16 piges. Et donc ça change considérablement, au point que c'est devenu une telle conviction ancrée en vous que même si vous continuez en parallèle les études, parce qu'il faut évidemment contenter le désir des parents, on sent que c'est quelque chose qui vous habite complètement à ce moment-là. Tout à fait. En fait, comme je disais, les parents ayant créé leur société 2 semaines avant ma naissance, tout ce qui était les 5 éléments, les yin et les yang, je baignais dedans. Donc, c'est comme un peu comme quand je sens l'odeur de l'armoise, du moxa qui brûle. Pour moi, c'est comme une Madeleine de Proust. Ça me replonge automatiquement en enfance. Pas forcément mélancolique, parce que je suis très content de l'enfance que j'ai eue. Mais ça évoque des souvenirs et je me rappellerai toujours de ces scènes aussi où les collègues de mes parents étaient affairés dans la cuisine en train de peser les herbes chinoises qu'ils importaient de Chine avec les petites balances pour la phytothérapie chinoise à l'époque. Bon, après, la législation s'est fortement renforcée en Belgique aussi, donc ils ont dû arrêter cet aspect-là. Mais il reste malgré tout ces bribes et ces souvenirs qui sont là. Et donc, effectivement, alors qu'au début, et je ne comprenais toujours pas, parce que je me dis, mon père est médecin acupuncteur, ma sœur est médecin acupuncteur aussi, et je ne comprenais pas pourquoi. Il me disait, non, tu fais d'abord un métier sérieux, mais pour moi, ça n'avait aucun sens, parce que je me dis, c'est la même chose à la base, tout ce qui est feng shui, astrologie chinoise, fait partie de la médecine chinoise, traditionnellement. Donc, je ne comprenais pas. Après, une fois de plus, je peux comprendre son point de vue, ou leur point de vue de parents, aujourd'hui, mais sur le moment, je ne comprenais pas, et donc... je lisais les livres, je pratiquais, pas en secret, parce que tout le monde était au courant, mais j'appliquais ce que je lisais dans les livres, dans mon petit univers à moi, à savoir ma chambre d'adolescent. Et dans cette grande famille de la métaphysique chinoise, la première discipline, parce qu'on a bien compris que la métaphysique chinoise englobe bon nombre de pratiques, de disciplines, on va y revenir, mais la première qui vous sensibilise, c'est le feng shui ? Oui. Alors, c'est celle qui, à l'époque, était la plus facilement accessible en Europe. Faut savoir, oui, on parle de fin des années 90, quand les livres commencent à arriver chez nous, des traductions souvent de l'anglais ou du chinois qui sont publiées en Europe. Donc, c'est la première discipline où, souvent, on parle aussi du Yiking ou du I Ching, en fonction de la prononciation. Donc, c'est les 2 premières disciplines qui m'ont sensibilisé. Donc ça reste pareil, ça reste comme une deuxième Madeleine de Proust. Je reviens toujours avec plaisir au feng shui, mais c'est vrai que même si aujourd'hui je pratique un peu plus l'astrologie que le feng shui, parce que je le considère plutôt comme un outil facilement ou plus facilement praticable au jour le jour, alors que le feng shui, l'environnement de vie ou de travail dans lequel la maison est nichée, si la montagne ou le cours d'eau est là, on peut difficilement influencer sur le cours d'eau ou sur la montagne. Elle sera toujours là, donc à moins de bouger l'orientation de la porte, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde non plus, que ce soit pour des raisons financières ou urbanistiques, par exemple, alors que l'astrologie chinoise permet de se comprendre soi et de comprendre l'interaction avec les gens. Donc c'est beaucoup plus facile de sensibiliser les gens, si je peux dire, à ces disciplines-là aujourd'hui comme un outil de développement personnel, en fait. Alors, on va y revenir. Mais on a parlé du feng shui, on a fait beaucoup d'émissions sur cette thématique-là, évidemment. En revanche, la deuxième pratique dont vous avez parlé, c'était quoi ? L'astrologie chinoise ? Non, juste avant. Le I Ching ? Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça ? En fait, le I Ching, quand je vous parle peut-être des 64 hexagrammes, ou le livre des changements, en fait, c'est donc 64 hexagrammes, ce sont des formes, si je peux dire, ou des formes, un regroupement énergétique de 2 trigrammes. Donc, il faut savoir que chacune des 8 directions en feng shui va être attachée à un de ces trigrammes-là. Donc, le nord, on va avoir le trigramme Kan. Dans le sud, on va avoir le trigramme Li, par exemple. Et en superposant 2 trigrammes, donc 3 traits, on obtient une combinaison de 6 traits qui forment un hexagramme. Et donc, en ayant 8 trigrammes d'une part et 8 trigrammes d'autre part qu'on peut combiner, on obtient 64 combinaisons différentes. Et ces 64 combinaisons constituent en fait en elles seules comme un outil d'oracle qu'on peut utiliser pour trouver des réponses à tout. Mais c'est pas ça qu'on voit de temps en temps, il y a des gens qui en font des sous-verts ou des choses comme ça, non ?
Sans doute. J'ai vu qu'il y avait je crois qu'il y avait un truc comme ça, non? C'est un peu comme le symbole yin et yang qu'on voit un peu partout, chez les coiffeurs, ou même j'en ai déjà vu chez des boulangers aussi, donc c'est vrai qu'on les utilise un peu. Je crois que j'en ai un en plus quelque part dans le studio, il me semble que j'en ai un. Et donc c'est vraiment soit des traits qui sont continus ou qui sont interrompus, donc, et qui représentent soit une polarité yin, soit une polarité yang, donc on le retrouve une fois de plus, le symbole yin et yang. Et donc c'est cette interaction entre ces différents traits ou la façon dont ils vont bouger ou se muer. Donc un autre nom pour le livre des changements, c'est le livre des mutations. Et donc c'est justement la façon dont ces traits vont se comporter ou se combiner ou muer entre elles, ou entre eux plutôt, qu'on va pouvoir interpréter un tirage si on l'utilise comme sous forme d'oracle. Oui, c'est ce que j'allais poser comme question, c'est-à-dire quelle est l'utilité de cet outil? Alors, il y a plusieurs utilités. Donc, il y a celle qui est la plus connue, c'est un oracle. Donc, quand on parle, comme je l'ai déjà cité, le livre des changements, ça fait partie d'un des livres les plus anciens de la littérature chinoise. Donc, c'est plutôt un ouvrage assez philosophique, si on peut dire, dans lequel les 64 hexagrammes sont étudiés en long et en large. Donc, ça, c'est la première forme, c'est l'approche par le texte. Donc, on lit le texte de forme assez classique, où il y a vraiment une approche plus basée sur l'intuition, où par exemple on va tirer avec les tiges d'Achillée ou en secouant 6 fois 3 pièces qu'on fait tomber et on interprète si c'est des yin ou des yang. Donc par rapport à côté pile et face, on va pouvoir déterminer si la majorité va être yin ou yang. On compose l'hexagramme et donc ça va permettre de donner une réponse à une question comme n'importe quel autre oracle le ferait. Ça, c'est une autre utilisation. Une troisième utilisation, par exemple, c'est qu'il faut savoir que chaque période, chaque année, chaque mois, chaque jour qu'on passe, on va pouvoir le rattacher à un de ces hexagrammes et on va pouvoir voir s'il y a un lien qui existe dans ces hexagrammes pour voir si, par exemple, les 4 hexagrammes, donc année, mois, jour et heure, font partie de la même famille. Et si c'est un peu comme les jeux des 7 familles ou des 8 familles, si le jour est aligné en heure, jour, mois et année, on sait que par exemple cette journée-là, au niveau énergétique, toujours basé sur les 5 éléments ou le yin et le yang, va être porteur. Et que par exemple, si vous avez envie de lancer un nouveau projet ou une activité ou créer une société ou un déménagement, un mariage, idéalement, on peut calculer grâce à la métaphysique chinoise de trouver une date, ce qu'on appelle une sélection de dates, ça fait partie de ces autres disciplines, qui vont être plus porteurs à certaines activités que d'autres. Donc souvent, par exemple, quand il y a un mariage, on peut déjà prédire, si on a envie à l'avance, est-ce que le mariage va apporter des conflits, des problèmes, oui ou non, rien qu'en changeant la date, par exemple. Ça, c'est une des utilisations des hexagrammes. On peut aussi, par exemple, si on décide de se marier à Montrouge ou dans une des mairies à Paris, par rapport à l'assise de cette mairie-là, donc en feng shui, on détermine un hexagramme qui est relié à ce lieu. Et ce lieu, s'il est énergétiquement porteur pour ce couple, oui ou non, ou s'ils sont en conflit avec la date et le lieu, dans ce cas-là, il y a de fortes probabilités que... faut changer ses plans. Défis qui apparaissent. Ouais. Et après, c'est ça qui est aussi la beauté, je trouve, de la métaphysique asiatique, c'est que rien n'est vraiment écrit. Donc on donne une prévision, mais on peut toujours agir sur la prévision. Une interprétation ou une prévision? Alors, si on parle du I Ching, souvent c'est une prévision. Bien sûr, après, il y a une couche d'interprétation qu'on peut rajouter dessus. Mais quand on se base sur le texte, le livre, sur l'approche par le texte, c'est écrit noir sur blanc que l'hexagramme apporte des problèmes, apporte des conflits, apporte une multitude d'enfants. Bon, ça dépend de la question qu'on pose. Parfois, on ne peut pas toujours utiliser chacune des descriptions qui sont dans le livre. Mais c'est vrai que c'est plutôt, à la base, une prévision, mais qu'on peut, par la suite, interpréter avec sa propre pratique ou sensibilité. Ça, c'est un angle dans la métaphysique chinoise que vous utilisez, c'est un support que vous utilisez? Tout à fait, ouais. À tel point que j'ai été contacté aussi par un éditeur qui m'a demandé de le sortir sous forme d'oracle, plus, comment je pourrais dire, occidentalisé, européanisé, où les gens donc on a fait une collaboration avec un peintre québécois qui a illustré, plutôt que de montrer juste les traits superposés qui ne parleront pas forcément à beaucoup de personnes,
On a travaillé avec un peintre québécois qui nous a représenté l'hexagramme. Et quand les noms sont parfois très porteurs, quand il y a un hexagramme qui s'appelle le conflit, qui s'appelle l'armée, qui s'appelle le ciel, la terre, le réceptif, l'insondable, on sait dans quoi on s'aventure. Est-ce qu'au travers de cette discipline-là en particulier, ce support-là, cet outil-là, on parlait effectivement du côté... il y a presque un côté un peu divinatoire. Tout à fait. Et ensuite, il y a l'interprétation. Mais pour avoir cette interprétation et la précision de l'interprétation, est-ce qu'il faut avoir des facultés spécifiques? Alors, comme il faut... En fait, la réponse n'est pas très évidente à donner comme ça, oui ou non. Disons que quand on approche le texte classique, qui date d'il y a plus de 4000 ans, donc on peut imaginer que c'est un peu indigeste. Et souvent, oui, effectivement, donc c'est un texte chinois qui a, pour la première fois, été traduit par des Allemands. Donc la première traduction, c'était une traduction en allemand, en tous les cas dans les langues européennes. Et c'est vrai que quand on étudie ce texte-là, si on n'a pas une sensibilité avec un langage assez philosophique, parfois on peut passer à côté beaucoup d'interprétations. Après, quand on utilise justement l'outil qui est il n'y a pas que le mien, donc je ne vais pas forcément faire de l'autopromotion. Si, c'est important, oui. Mais il y a plusieurs outils qui existent où c'est représenté visuellement, comme n'importe quel oracle. Finalement, si l'oracle, la plupart des oracles qui fonctionnent bien, qui parlent aux gens, c'est les oracles où même on n'aurait même pas besoin de mettre le nom de la carte. Rien que de voir l'image doit évoquer ou va évoquer en vous des ressentis ou une interprétation ou un sens qu'on peut donner. Donc je pense que ce sont des disciplines qui sont ouvertes à tout le monde, peu importe ce que les empereurs disaient à l'époque, c'est praticable par tout le monde. Et je pense que c'est aussi la raison que je m'étais donnée à l'époque, c'est d'essayer de les rendre accessibles au plus grand nombre. De vulgariser, évidemment. De vulgariser, exactement. La pratique, le propos, l'analyse et l'intuition derrière. Tout à fait. Ouais. Et donc, pour répondre à la question, effectivement, je pense qu'il y a une grande partie de prévision, mais d'interprétation qui est donnée où tout le monde peut se lancer en métaphysique asiatique. Vous avez un exemple, tiens, vous avez un exemple de quelque chose qui a été flagrant dans ce que vous avez... Parce que vous faites encore des consultations aujourd'hui? Tout à fait, oui. Par exemple, du point de vue du feng shui, j'avais été demandé à l'époque par une étudiante qui avait suivi toutes mes formations et on lui avait diagnostiqué une maladie. Donc ça, on l'a rapidement vu en étudiant son plan. Sauf qu'elle ne me l'avait pas dit au moment quand elle m'a demandé de venir chez elle. Elle voulait, comme elle dit, feng shuiser son appartement. Donc je me rends sur place et je mesure avec un outil spécial qu'on appelle un luopan, qui est une boussole chinoise, mais n'importe quelle boussole peut faire l'affaire. Et je me rends sur place et je demande à l'étudiante, est-ce que vous n'auriez pas des problèmes féminins, enfin aux organes féminins, de reproduction féminin ou des cancers qui sont apparus depuis que vous habitez là? Elle me dit oui, tout à fait, justement c'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir, c'est parce qu'on m'a diagnostiqué un cancer. Et donc, je continue l'analyse de son plan, donc de son appartement. Et je lui dis, oui, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule dans l'immeuble à avoir le problème. Elle me dit, non, effectivement, on est quasi l'intégralité des femmes dans cet immeuble à avoir des problèmes X ou Y, pas forcément tous des cancers, bien sûr, mais tous des problèmes liés à la femme, soit... gynécologique. Voilà. Et donc, elle me demande, mais comment tu as pu... J'aime bien que les étudiants me tutoient, donc c'est souvent, je passe facilement au tutoiement. Et elle me demande comment tu as pu déceler ça. Donc, je lui explique justement par ces trigrammes dont je parlais avant. Et il faut savoir qu'en métaphysique, tout ce qui représente la femme, qui touche à la femme, ou la mère, la matriarche, la femme, la sœur, donc tout ce qui est une figure féminine, c'est le secteur sud-ouest. Et donc, quand on voit un immeuble de forme irrégulière, il suffit d'observer quel est le secteur qui manque dans cet immeuble-là pour déterminer justement quel est le trigramme ou l'hexagramme, mais ici dans ce cas-ci le trigramme qui va manquer. Et là, il s'est avéré que c'était le secteur sud-ouest. Et donc, le secteur sud-ouest faisait que la femme dans cet immeuble-là n'était pas soutenue. Ça, c'était déjà une partie d'analyse. Deuxième partie d'analyse, c'est qu'il faut attendre, parce que bien sûr, ce secteur sud-ouest, il est tout le temps absent. Mais il faut attendre le temps qui passe pour savoir quand les problèmes arrivent ou arriveront. Et donc là, il suffit
de pratiquer une autre formule technique en feng shui avec ce qu'on appelle l'énergie de l'année. Le tai sui suipo, c'est tout simplement une énergie qui va se nicher dans le secteur qui correspond au signe de l'année en question. Donc on ne parle pas d'astrologie occidentale, mais d'astrologie chinoise. Donc là, actuellement, nous sommes dans l'année du serpent, qui correspond au secteur sud-est. Donc il faut savoir que cette énergie au secteur sud-est, elle sera assez forte. Donc si à un moment donné, le secteur sud-ouest, on revient à la femme qui est affligée, est renforcée, et qu'en plus le secteur est absent, ben, du coup, l'énergie qui est censée représenter le secteur, il ne trouve pas d'évacuation. Et c'est là où les problèmes peuvent apparaître. Donc souvent, ça va être soit des années chèvres, soit des années singes, où les problèmes peuvent, ou des mois singes, ou des mois chèvres, où les années peuvent apparaître. Les problèmes peuvent apparaître. Et donc ça, c'est vraiment, malheureusement, c'est souvent quand ça va mal qu'on se rend compte de cela. Et souvent, les gens me contactent après coup. Ouais. Et après... parce que souvent, les gens n'y croient pas forcément parce que ça vient de loin. On est quand même encore un peu sceptique par rapport à certaines disciplines. Et quand je regarde le plan, pour moi, en fait, c'est comme un livre. Je vois comme le roman du couple. Pareil, un autre exemple qui est assez loufoque. Je peux par exemple voir si dans un couple, l'un ou l'autre des parties est un esprit un peu volage, va aller voir ailleurs ou... Donc ça, est-ce que c'est une information qu'on transmet? Si on me la demande, oui. Si on ne me la demande pas, j'en parle pas. Mais on peut voir, par exemple, des problèmes comme ça apparaître. Alors là, je parle des problèmes, mais on peut aussi voir des périodes fastes qui apparaissent. Alors, juste un truc, parce qu'évidemment, ça suscite beaucoup d'interrogations et de questions. Juste pour terminer sur la femme qui avait des problèmes de santé, et notamment toutes les personnes qui sont dans cet immeuble. Une fois que vous avez cette information qui atteste qu'il y a un problème, qu'est-ce que vous faites? Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. Souvent, c'est très rare que je donne aux gens le conseil de déménager. Quand je donne les conseils de déménager, c'est quand c'est vraiment des problèmes de santé très, très graves. Parce que pour moi, la santé, c'est tout. Voilà, elle a un cancer quand même. Voilà. Et donc là, je lui ai dit, mais si vous voulez être soutenu par... En fait, c'est ça qu'on recherche avec le feng shui, c'est d'être soutenu par son lieu de vie ou son lieu de travail. Et on a beau faire à l'intérieur ce qu'on veut, en suivant les techniques, c'est d'abord l'extérieur qui prime. Donc la position des montagnes ou des cours d'eau quand on est dans un lieu de vie naturelle, ou les immeubles, là on est à Paris, les immeubles parisiens font office de montagne par rapport à notre propre immeuble, ou les avenues, les rues font office de cours d'eau par rapport à notre propre immeuble. Et donc la façon dont cet immeuble est positionné par rapport à l'environnement dans lequel il est situé, il va, oui ou non, soutenir la famille qui habite dans celui-là. Oui, ça veut dire que l'histoire des cours d'eau, de la rivière ou autre, elle est symbolique aussi. Elle n'est pas que physique. Il y a évidemment, quand on parle de feng shui, on parle souvent des cheminées telluriques, on parle souvent des cours d'eau souterrains et des choses comme ça. Mais là, quand vous parlez de montagne, on peut parler d'une dimension de montagne sur le plan imaginaire. Tout à fait. Au travers du mobilier urbain qu'il peut y avoir ou au travers de l'architecture urbaine de la ville en question. C'est vrai que c'est une représentation symbolique des cours d'eau et des montagnes, mais il faut savoir que feng shui, c'est vent, donc en français, feng, c'est vent, et shui, c'est eau. Donc finalement, on va étudier le vent et l'eau. Pourquoi étudier le vent? En fait, on dit que le chi, donc l'énergie, ou le prana, peu importe, le mana, peu importe, parce que finalement, toutes les disciplines, toutes les cultures à travers le monde parlent d'énergie, mais donnent un autre nom, donc c'est la même chose. Donc l'énergie, elle naît dans les montagnes, elle dévale la pente des montagnes, et elle s'arrête là où il y a les cours d'eau. Donc elle va s'arrêter, s'accumuler, il y aurait de l'eau. Donc le but d'une analyse feng shui, c'est de trouver un lieu de vie ou de travail qui est soutenu par la montagne et qui est bien positionné par rapport à l'eau. Ou soutenu par l'eau et par la montagne. Donc effectivement, c'est une valeur, une représentation symbolique. Et avec une petite nuance malgré tout, que tout ce qui est naturel aura toujours plus d'impact que quelque chose qui a été créé par l'homme, ce qui semble logique. Ce qu'on a l'habitude aussi de voir dans la philosophie asiatique, c'est qu'on est beaucoup plus dans la prévention. Tout à fait. Que nous, dans notre système européen. C'est ça. C'est à la base, quand on parle par exemple de la médecine chinoise, c'est une médecine préventive aussi. Et comme je disais un peu plus tôt dans l'entrevue, c'est que le feng shui et l'astrologie chinoise faisaient partie des piliers à la base de la médecine chinoise.
Et donc, c'est ça qui est souvent un peu dommage en Europe, c'est qu'on a il y a de plus en plus d'acupuncteurs ou de médecins pratiquant la médecine chinoise, mais pas dans son entièreté ou son aspect plutôt holistique qui serait tout englobant. C'est pour ça que vous dites d'ailleurs que la plupart des gens vous consultent ou demandent votre expertise une fois que le mal est fait. Souvent après. Quand la problématique est là. Voilà, et c'est pour ça que pour moi c'était un peu frustrant en tant que consultant feng shui. Bien sûr, je suis là pour aider les gens, parce que c'était le but avec lequel je m'étais lancé dans ces disciplines-là. Mais c'est toujours frustrant quand on doit résoudre un problème, surtout de santé grave, en se disant si cette personne avait fait appel à moi, ne serait-ce que quelques mois plus tôt, j'aurais pu lui dire attention, cette année-là, ce mois-là, il faudrait quand même essayer soit de ne pas être présent dans la maison ou de déménager, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et je suis conscient de ça. Et c'est frustrant pour moi aussi en tant que consultant de dire oui, il faut déménager, alors qu'on voit que la personne est attachée à ce lieu-là. Oui. Mais c'est vrai que quand on est attaché à un lieu et qu'on a une leçon à apprendre dans ce lieu-là, tant qu'on n'aura pas appris la leçon, on aura beau déménager, souvent le problème suit la personne d'un lieu à un autre. Je ne dis pas pour autant qu'elle va retomber malade dans un autre endroit, mais il y a toujours une leçon à apprendre. Pourquoi ce lieu nous a attirés vers lui en première instance. D'ailleurs, on dit souvent que c'est pas nous qui choisissons le lieu, c'est le lieu qui nous a choisi. Oui. C'est ce qu'on dit souvent. Exactement, donc ça c'est un lien avec ça. Et donc quand on arrive à interpréter ce lieu c'est une chose, mais c'est vrai que la chance, entre guillemets, la chance, après les Chinois, elle est composée de 3 parties. Donc, il y a une chance céleste, il y a une chance humaine et il y a la chance terrestre. La chance terrestre, c'est tout ce qui est lieu de vie ou lieu de travail. Donc, c'est le feng shui. Donc, comment l'environnement terrestre influence notre chance, notre potentiel, si on veut utiliser un synonyme. Ça, c'est la chance terrestre. Après, il y a la chance céleste. C'est plutôt, si on doit coller un mot européen dessus, c'est plutôt le destin. Donc, on a le destin, on vient au monde à une date, à un mois, une année, à une heure bien précise, et donc on reçoit comme une carte d'identité élémentaire, donc toujours basée sur les 5 éléments. Et donc, en fonction de l'interaction de ces éléments-là, on va savoir si on est déjà soutenu par la chance céleste ou pas. Puis, la dernière composante, c'est la chance humaine. Donc, de par les actions qu'on va nous-mêmes entreprendre, on va pouvoir influencer un tiers de son potentiel. Donc, je donne un bref exemple. Si, par exemple, on va reprendre le même exemple, on voit que du point de vue du feng shui, il y a le secteur sud-ouest qui est manquant, donc c'est préjudiciable pour tout ce qui représente les figures féminines dans la maison. Mais si, par exemple, c'est un homme qui habite dans ce lieu de vie, c'est déjà moins grave, sauf si la personne est en phase de chercher ou à la recherche d'une compagne pour construire quelque chose avec. Donc pareil, si la femme est manquante et que l'homme cherche à se caser, si le secteur représentant l'énergie féminine n'est pas présent, il aura beaucoup de mal dans cet appartement-là à trouver une compagne. Donc ça, c'est le composant terrestre. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous consultent parce qu'ils ont... ils sont pas en couple ou ils cherchent l'amour. Bien sûr. Oui, ou par exemple. Donc là, l'avantage d'avoir ces différentes disciplines, c'est qu'on peut justement observer, oui, mais qu'est-ce qui donne, comment peut-on expliquer justement la raison pour laquelle la personne est toujours célibataire? Est-ce que c'est le feng shui? Est-ce que c'est votre lieu de vie? Et donc là, on va regarder, est-ce que tous les hommes ou femmes, les secteurs sont représentés? Ça peut être aussi les enfants. Un couple qui cherche à avoir des enfants, peut-être que ce couple-là n'est pas soutenu par l'appartement ou que l'appartement empêche le couple d'avoir... Et ça, vous l'avez vérifié? Oui, souvent on dit que le feng shui, c'est l'acupuncture de la maison. Donc on va utiliser, comme, je ne vais pas dire des méridiens, mais des courants énergétiques dans la maison. Et on va voir qu'il y a un blocage dans certains secteurs, donc toujours lié à ces hexagrammes. Et juste en mettant en place certains éléments, donc quand je dis éléments, c'est les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Parfois, on va mettre un de ces éléments en place ou le renforcer. Donc par exemple, ici, je vois qu'il y a sur la table une pièce de décoration en métal. Peut-être qu'en mettant encore plus de métal sur cette table-là, ça va permettre de booster certains aspects du studio ou de... C'est vrai. déjà tes yeux... Non, mais c'est intéressant. Voilà.
C'est intéressant. Et donc, vous avez, pour l'histoire des enfants, parce que je sais, on a fait beaucoup d'émissions aussi là-dessus, et on connaît tous dans notre entourage des situations où il y a des couples qui sont obligés, et même d'en référer à la médecine. Et heureusement, parfois, la médecine fait des choses formidables, avec des traitements lourds, des FIV, etc., etc. Et puis, vous avez des cas où, moi, j'ai vu des couples qui, à un moment donné, lâchent prise et se disent bah, tant pis, c'est pas pour nous. Et c'est précisément au moment où ils se disent ça que ça marche. Exactement. Ou par exemple qu'ils essayent pendant des années pour le premier et que ça prend longtemps. Et puis après, ils ont le premier. Et que souvent après, j'ai le cas dans mon entourage, quelqu'un qui accouche de jumeaux. Alors que c'était pas du tout... C'était pas prévu. Pas prévu. Il se retrouve avec 3 enfants. On n'en voulait qu'un. Ben oui, mais dommage. Et donc, c'est ça. Mais ça, il y a une action feng shui, là, pour le coup, où il y a quelque chose qui a été changé dans leur intérieur pour permettre ça, non? Souvent, ce qui pose aussi problème, vous l'avez évoqué, c'est ce que les gens... ce sur lequel ils mettent leur attention. S'ils espèrent tellement, peut-être que c'est pas le moment à ce moment-là pour avoir des enfants. Mais ça peut être aussi l'inverse. Les gens qui disent ah oui, mais j'aimerais tellement un fils, je veux un fils, je veux un fils. Mais oui, mais si ça se trouve, c'est quoi le but? Est-ce que à la base tu veux être parent ou tu veux être parent d'un fils? Parce que si ça se trouve, il y a une petite fille qui t'attend, qui est là, qui t'est destinée. Donc tu bloques l'énergie aussi à venir vers toi. Et donc ça, oui, effectivement, c'est plutôt l'aspect, on peut aller le vérifier du point de vue du feng shui, donc la chance terrestre, du destin dans le thème astrologique de la personne. On peut, plutôt dans le thème d'une femme, on peut aller voir le nombre d'enfants que potentiellement elle peut avoir sur l'année. Enfin, sur la vie plutôt. Et donc, quand on voit, par exemple, on observe son thème et on voit, malheureusement, il n'y a pas d'enfant directement visible. Donc, quand il n'y a pas d'enfant directement visible, ça veut dire qu'il peut y avoir X ou Y problème qui vient empêcher le fait de tomber enceinte. Mais peut-être qu'il y a d'autres façons que les enfants sont cachés. Et dans ce cas-là, quand les enfants sont cachés, on peut déjà prévenir la personne en disant « Ok, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Peut-être qu'ils sont cachés. Peut-être il y a d'autres façons d'obtenir ou d'avoir des enfants. » Par l'adoption, famille d'accueil, il y a plein de possibilités maintenant. En tout cas, la grille de lecture, si je puis dire, dans ces cas si particuliers et si douloureux, elle est importante chez la manière dont vous allez analyser les choses et dire les choses. Parce qu'on sait à quel point ça peut impacter. C'est quand même des sujets extrêmement délicats. Surtout pour ce genre de sujet-là. Surtout pour des sujets comme ça. C'est vrai qu'il faut être fin psychologue aussi. En tout cas, il faut savoir lire cette grille de lecture. Tout à fait. Donc, c'est vrai que tout est à chaque fois, quelle que soit la discipline asiatique, de métaphysique asiatique, tout est à chaque fois basé sur les outils de base, qui sont le yin et le yang, les 5 éléments, et les trigrammes dont on parlait tout à l'heure. Donc, une fois qu'on maîtrise ces 3 outils-là, l'interprétation Bon, après, bien sûr, chaque discipline a ses propres techniques, mais une fois qu'on maîtrise ces 3 outils sur les doigts d'une main, la compréhension et l'application et la mise en pratique ou l'interprétation, comme on disait juste avant, sera beaucoup plus vite assimilée, facilitée. Donc, est-ce que vous faites, alors je ne vais peut-être pas employer le bon mot, mais est-ce que vous dressez des thèmes? Oui, enfin, on dresser un thème ou monter un thème. Oui, monter un thème? Oui. C'est ça? Tout à fait. Donc, vous avez besoin de quel élément? Alors, généralement, c'est comme chaque forme d'astrologie, l'année, le mois, la date et l'heure de naissance. On utilise, pour ça, on a besoin d'un outil de référence parce que souvent, quand les gens, parfois, ça arrive pas forcément en Europe, mais dans d'autres pays, on me reconnaît, on m'arrête, mais je suis tel signe, est-ce que vous pouvez faire mon analyse? Je dis, si je fais une analyse à la va-vite dans la rue parce qu'on se croise pendant 2 minutes et que j'ai 2 minutes le temps de voir le thème, mais je vais vous donner des conseils qui, entre guillemets, valent 2 minutes. Généralement, quand les gens viennent à moi, j'ai un travail de préparation quand même pendant 1h30, 2 heures d'analyse sur chaque thème et je propose un suivi à vie aux gens. Dans le sens où les questions que, par exemple, vous allez vous poser aujourd'hui, ce ne sont peut-être pas les mêmes que vous vous seriez posées il y a 10 ans ou celles que vous allez vous poser dans 5 ans. Et donc, je propose, ça c'est quelque chose, parce que c'est vraiment ma philosophie. Je suis venu là-dedans pour aider les gens. Donc, je ne vais pas dire que j'attends que les gens m'appellent pour demander de l'aide, mais
je demande que ça, qu'on demande une intervention. Et je ne parle pas de l'aspect financier, ce n'est pas du tout ça. Mais j'ai besoin, je sais que c'est un besoin pour moi, d'aider les gens. De remplir cette mission. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je me suis donné comme carte de visite, si je peux l'appeler comme ça, le fait de faire un suivi à vie pour les gens qui font une consultation. Pareil pour les gens qui étudient avec moi, je leur dis, mais allez voir ailleurs. Je pousse les gens à aller voir ailleurs. Je dis, ouvrez votre cœur, votre esprit, allez voir le maximum d'enseignements, parce que je ne peux pas tout connaître de disciplines qui datent d'il y a 4000 ans, même si ça va faire 30 ans. Mais je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit qui est nécessaire, ou une façon que j'ai peut-être d'interpréter les choses, et que même une personne qui aurait étudié avec moi, après 10 ans de pratique, elle a peut-être testé des techniques ou des disciplines dans son univers ou son environnement à elle qui diffèrent du mien. Donc elle va d'office avoir une autre pratique. Et donc c'est toujours une belle, je trouve, et c'est une belle ouverture d'esprit que d'aller voir ailleurs. Alors vous avez proposé cet agenda, agenda et almanach Feng Shui 2026, ma métaphysique pour l'année du cheval de feu. Donc 2026, c'est l'année du cheval ? Le cheval de feu, oui. Cheval de feu. Donc il y a 5 sortes de chevaux, parce qu'il y a 5 éléments. Et donc on sait qu'il y a 12 signes astrologiques, mais en fait en astrologie chinoise, il y en a 60, parce qu'un cheval de feu ne va jamais avoir la même énergie qu'un cheval de bois, un cheval de terre, un cheval d'eau, un cheval de métal. Donc les prévisions sont que là, l'année prochaine, la couverture le montre déjà, l'élément feu va être omniprésent. Donc pour les personnes qui, par exemple, dans leur thème astrologique, ont un manque de feu, parce que tout est question d'équilibre, même en médecine chinoise, en astrologie chinoise, c'est la même chose. Si une personne a un manque de feu, le fait que l'élément feu arrive en masse l'année prochaine, ça permet un peu d'équilibrer son thème. Mais à contrario, c'est pareil pour une personne qui n'a pas besoin de feu, parce qu'il est déjà présent en masse. Donc souvent les personnes qui ont des problèmes oculaires, ou qui ont des problèmes cardiaques, ou des problèmes liés au sang, par exemple, l'année prochaine, il y a de fortes chances que ces problèmes peuvent augmenter ou peuvent s'aggraver. Et donc, comme on disait, c'est une médecine ou une discipline préventive. C'est ça, il faut anticiper. Si on le sait suffisamment en amont, on peut, de par des disciplines comme du Qigong, Tai Chi, travailler dessus. Avec la médecine chinoise, on peut équilibrer. Donc, c'est pour ça que c'est un tout englobant et que c'est parfois un peu frustrant quand je vois en Europe des praticiens qui... Enfin, quand je dis qui ne vont que planter des aiguilles sur les méridiens, oui, c'est un bon début, mais il n'y a pas que ça. Aussi, le moment où on va piquer une personne avec des aiguilles, ou le jour, par exemple, si la personne est en équilibre ou pas, ou en phase avec les énergies de la journée, ça peut avoir un effet sur le traitement de la personne. Donc, cet agenda almanach, on l'a reçu en studio. Oui. On peut remplir aussi des tas de choses dessus. Oui, tout à fait. C'est un peu comme je ne veux pas dire un journal intime, mais plutôt comme un carnet de bord. On peut l'utiliser aussi en fin de journée comme un journal de gratitude, ou pour montrer ce qui s'est passé, ou si on a eu le ressenti que la journée était favorable ou plutôt un peu compliquée à traverser. Et au fur et à mesure qu'on va compiler ces informations-là, où les utilisateurs peuvent en déduire si, par exemple, quand c'est une journée qui est caractérisée par l'élément eau, c'est une journée peut-être où cette personne-là va être spécifiquement bien portée par l'énergie. Elle va avoir l'impression qu'elle a suffisamment de temps pour réaliser tous ses projets, clôturer toutes ses tâches. Ou au contraire, une autre personne va dire, mais non, mais dès que c'est une journée eau, moi je me sens inondé de travail, j'arrive pas à avancer, je suis ralenti. Et donc, c'est pour ça que ça va permettre aux gens, après, de planifier un peu mieux leur quotidien. Et encore une fois, d'anticiper. Oui. Après, j'aimerais quand même rajouter une petite remarque qui a son importance, c'est que la métaphysique, elle est là pour faciliter la vie aux gens. Elle n'est pas là pour se faire mener la vie par la métaphysique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en abuser, surabuser, c'est ça? Oui, il faut laisser malgré tout une part de mystère aussi à tout le monde et à chacun. Mais c'est vrai que quand on a une activité importante, comme imaginons une personne qui va lancer une nouvelle société, c'est bien qu'elle choisisse un jour où elle est soutenue par l'énergie, parce que toute
tout ce lancement de projet va être infusé par cette énergie qui est présente ce jour-là. Notamment un petit rendez-vous chez le banquier, parce que vous avez une négociation, ou même l'achat d'un bien immobilier. Tout à fait. Et donc, rendez-vous chez le banquier, c'est l'exemple que je donne à chaque consultation. Il faut savoir qu'il y a une énergie qui s'appelle la fleur de pêche. Et la fleur de pêche, dans les textes classiques, elle va dire c'est un moment où l'énergie de la personne va être beaucoup plus vibrante, plus forte, plus rayonnante, où son charisme va être plus convaincant, où le pouvoir de persuasion est plus important, et où cette personne, par exemple, va attirer des personnes du sexe opposé ou du sexe convoité, peu importe, mais que son aura va être beaucoup plus rayonnant. Son rayonnement, voilà. Son rayonnement sera plus fort. Tout à fait. Et donc, quand on va voir le banquier, le banquier ne pourra pas dire non à la personne quand on lui demande. Et donc, ça, c'est aussi une façon d'aider les gens. Alors, la question, c'est de se dire, où est ce calendrier? Alors, il est sorti depuis peu. Ça me va faire maintenant une dizaine d'années que j'en sors. Généralement, il sort au mois de septembre, octobre. Donc là... ce qui permet aux gens de déjà planifier leur année 2026. Parce que ça, c'est une question que j'ai systématiquement pendant l'été, quand je suis moi-même un peu en retrait en vacances. Ah oui. Oui, je prévois un mariage. Est-ce que vous pouvez me déjà donner les dates? Je dis, écoutez, l'agenda, il sort au mois de septembre. Et donc, les gens peuvent planifier leur mariage des mois à l'avance en choisissant une bonne date. Ça, c'est absolument fabuleux. Et on peut faire ça pour n'importe quel sujet de notre existence. Alors, il faut savoir que les Chinois, ils vont tout classer d'après les 5 éléments. Donc, la première chose, ça va être, est-ce que l'activité ou le métier qu'on exerce, on va pouvoir le classer d'après un des 5 éléments, oui ou non. Et donc, dans ce cas-là, on va automatiquement pouvoir le rattacher à l'agenda. J'ai fait aussi les calculs sur... c'est un agenda qui couvre 13 mois, donc pas 12 mois, parce que je mets toujours le mois de janvier de l'année d'après en plus, pour la simple raison que le nouvel an... chinois. J'aime pas utiliser le mot chinois parce que c'est le nouvel an lunaire. Il n'y a pas que la Chine qui fête le nouvel an en ce moment-là. Et je trouve ça un peu réducteur par rapport à d'autres pays. Donc, nouvel an lunaire, généralement, du point de vue astrologique, commence toujours le 3, 4 ou 5 février. Donc, généralement, l'agenda, il va toujours jusqu'à fin janvier. Cette version 2026 ira jusqu'à fin janvier 2027 pour avoir toute l'année du cheval de feu qui sera couverte dedans. Et donc, dans ces versions-là, il y a plusieurs icônes qui sont représentées. Un petit cœur pour un mariage, une petite maison pour un déménagement. Et il y a plein d'autres, par exemple, faire des purifications, bouger la porte, signer un contrat, lancer une affaire. Et donc, si l'icône est colorée en rouge, c'est favorable. Si elle est en noir, c'est plutôt une journée où il est déconseillé de pratiquer cette activité-là. Et quand l'icône est grisée, c'est une journée qui est plutôt neutre. Mais ça veut dire qu'il faut que je calcule, il faut que j'ai déjà mon thème à la base. Alors, si on a son thème, ça permet de personnaliser davantage l'agenda. Mais oui, parce que si je n'ai pas le thème et que je prends l'agenda, ce qui est valable sur une zone, on va dire, quelle couleur me dit verte, c'est ça, non? C'est pas ça? Oui, par exemple. Alors, une zone verte, oui. Mais ce qui est valable vert pour moi n'est pas nécessairement valable vert pour vous. Donc, la première info, parce que souvent les gens disent il y a tellement d'infos dans l'agenda que parfois ça me déroute un peu, je ne sais pas par où commencer. Donc, d'abord, je pose la question aux gens est-ce que vous avez lu l'introduction? Et les gens me disent non. Je dis peut-être que la première étape, c'est de lire l'introduction dans laquelle j'explique comment utiliser l'agenda. Deuxième étape, c'est oui, d'avoir le thème, parce que je ne sais pas si vous connaissez votre signe astrologique chinois. Alors, je crois. Si je vous donne le signe le signe occidental, ça va pas. Non, mais vous pouvez ou pas l'année de naissance, sinon non, 1969, juillet 1969. Donc 69, ça va être coq. Coq. J'hésitais entre, je crois que c'était coq ou rat. Ça dépend si vous êtes né au mois de janvier, non? Juillet, donc ça c'est coq d'office. Donc juillet aura un autre signe, le jour de naissance aura un autre signe. Ouais. Mais si vous connaissez déjà le signe de l'année, coq, tous les jours, ça va être marqué si c'est une bonne journée pour le coq. Extraordinaire. Donc, juste avec cette info-là, on peut déjà utiliser. Donc, sans être un expert en astrologie chinoise, on peut déjà utiliser l'agenda. Après, le but est aussi d'année en année d'essayer d'aller quand même dépasser ses limites, frontières et d'apprendre, d'assimiler d'autres choses. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai changé le titre cette année. Maintenant, ça s'appelle Ma métaphysique pour l'année du cheval de feu. Parce que avant, c'était l'agenda Feng Shui, parce que je pratiquais que le Feng Shui.
Bon, maintenant, après quasi. C'est très réducteur. Non, mais c'est très réducteur que de ne parler que de Feng Shui, parce que là, ça, pour le coup. Parce que le diffuseur trouvait que c'était plus vendeur de mettre Feng Shui. Mais bon, cette année, j'ai poussé, j'ai dit non, on change le titre. Et parce qu'il n'y a que, j'ai marqué les disciplines Feng Shui, Bazi, I Ching, Chimendongjia qui sont utilisées dedans. Le but est quand même d'aller utiliser autant que possible différentes ou de superposer comme un millefeuille les différentes disciplines. Parce que ça va avoir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'effet. En tout cas, c'est génial de se dire que même si on ne calque pas notre vie sur tout ce qui est indiqué, c'est pas mal d'avoir cette petite fonction, cette petite nuance-là. Et si effectivement on voit une zone où c'est vraiment pas le jour, bon, c'est peut-être pas la peine d'aller insister et d'aller prendre le risque d'eux. C'est ça que je veux dire. Exactement. Attendons 24 heures de plus, si dans la mesure du possible. Ou parfois, souvent, j'ai des gens qui me demandent, oui, mais j'ai une maladie qui traîne un rhume qui traîne depuis 2 mois, 2 semaines, j'arrive pas à m'en défaire. Mais souvent, je dis, je suis quasi sûr, tu as ta chambre à coucher, est située dans cette zone-là, ou que ta tête de lit est orientée vers cette direction-là. La personne me dit, oui, mais comment vous savez? Je dis, parce que la carte énergétique de la maison, on peut l'étudier aussi. Et donc, à la fin de cet ouvrage-là, il y a des annexes où, pour tous les mois de l'année, je donne les secteurs positifs et négatifs de la maison. Ou par exemple, maintenant, on a un ordinateur portable. C'est pratique si par exemple, le salon correspond à une zone qui est propice pour l'écriture, je vais m'installer plutôt dans le salon pour écrire. Si c'est pendant 4 semaines, c'est plutôt la table de cuisine, rien ne m'empêcherait d'aller travailler sur la table de cuisine. Et donc, le but, au fait, de la métaphysique asiatique, si on a envie de donner une définition, c'est de prendre la bonne décision au bon moment, au bon endroit. C'est ça, au fait, l'objectif qu'on vise. C'est passionnant, vraiment c'est passionnant. Je vais m'empresser à la fin de cette émission de retourner dans le bureau parce que je sais que je l'ai reçu, je l'ai vu, et je m'étais dit, voilà, je vais le présenter ici directement sur le visuel, mais je l'ai pas pendant l'émission, mais c'est vraiment bien de pouvoir. Alors évidemment, il y a d'autres supports comme ça. Bien sûr, il y a les thèmes avec l'astrologie classique, il y a la numérologie aussi qui permet d'avoir son calendrier spécifique. Voilà. Mais on se rend quand même bien compte que même si ce sont des approches différentes, toutes convergent presque vers la même chose. Et on peut les utiliser l'une avec l'autre. Parce que c'est une question qu'on me posait aussi au début. Oui, mais si je suis, par exemple, chrétien, est-ce que je peux pratiquer la discipline taoïste? Je dis oui, c'est pas une religion. Donc, c'est tout le monde, que vous soyez croyant ou pas, peu importe, ou que vous y croyez ou pas, peu importe. Souvent, je dis, parce que c'est étrange, souvent, la plupart des personnes qui assistent à mes conférences ou à mes formations, disons 80% de la salle, c'est des femmes. Et souvent, elles amènent parfois leurs compagnons avec elles. Et souvent, je vois les compagnons qui sont là comme ça. Donc, le langage du corps qui parle directement. Et je m'amuse souvent pendant les pauses, vu que, comme je disais, moi, le but, c'est d'aider les gens. Donc, quand je vois quelqu'un qui est fermé, j'ai envie d'aider à s'ouvrir un peu. Donc, je vais voir les gens pendant la pause et je demande à la personne qui a l'air assez réfractaire au début, ce qu'elle en a pensé, aussi pour voir comment je me suis pris. Et souvent, elle dit, oui, mais moi, j'y crois pas. Donc, la première chose que je dis, vous savez, monsieur, vous n'avez pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Oui, mais j'y crois pas quand même. Souvent, c'est ça la réponse. Et alors, je dis, mais écoutez, si vous n'y croyez pas, faites exactement l'inverse de ce que je vous dis de faire et vous verrez si ça fonctionne ou pas. Parce que souvent, quand les choses vont bien dans la vie, on ne s'en rend pas compte que les choses vont bien. C'est sûr. Et quand on pratique l'inverse et que du coup, ça crée des défis à relever ou des obstacles, là, on va se rendre compte que peut-être qu'il n'avait pas tort. Et puis, tout est question de yin et de yang. Donc, c'est la même chose. Pour savoir ce que c'est d'aller bien, il faut aussi peut-être parfois savoir ce que ça a été d'aller mal à un moment donné, ou c'est toujours une succession. Le calendrier de 1000 ans, de 10 000 ans. Oui. La métaphysique pour 2026, évidemment. L'oracle de transformation. Oui, ça c'est une exclusivité pour votre émission. J'en ai pas encore parlé. C'est quelque chose qui est prévu d'ici le mois de janvier, aux éditions Courrier du Livre. Donc c'est l'éditrice qui m'a demandé justement de rendre l'oracle, le I Ching accessible sous forme d'oracle, sans forcément devoir interpréter les traits dont on a parlé en introduction.
Et donc, ça, c'est un outil, je pense, de tous les outils que j'ai conçus. Ça faisait plusieurs années que je pensais et que je n'avais pas trouvé la façon d'aborder, de la rendre accessible à tous. Et quand je suis tombé sur ce peintre, j'ai dit, OK, j'étais en vacances à Montréal, je suis passé devant la galerie, je dis non, ça c'est bon. Je propose au peintre, jamais je n'aurais cru qu'il accepterait. Donc j'ai regardé dans l'agenda un jour pour contacter le peintre et j'ai dit je serais intéressé, donc je fais une petite présentation de mon univers, je serais intéressé d'une collaboration. 10 minutes après, OK, on y va. Bon, pareil, au Québec, on se tutoie facilement, donc OK, je te suis. Excellent. Et donc j'ai dit jamais j'aurais cru, parce que c'est un peintre qui est assez prisé au Canada. Et jamais j'aurais cru qu'il accepterait de voir ses œuvres représentées sous forme de carte oracle en plus. Vous ne pouvez pas dire ça puisque c'était marqué sur le fameux calendrier. Oui, c'était la bonne zone au bon moment et le bon jour. Donc mais voilà. Vous avez bien fait de choisir. Encore un exemple. Encore un exemple. Voilà. On va mettre les liens autour de la vidéo pour que d'abord vous puissiez rentrer en contact avec Marc-Olivier, que vous puissiez vous procurer l'ensemble de ces supports, de ces outils. Les liens pour les consultations, les formations aussi. Et là, il y a une tournée qui débute bientôt. Donc, je repars au mois de décembre en Polynésie pour une tournée parce qu'ils sont très... la population polynésienne est fortement... trouve ses origines dans la population chinoise aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes d'origine chinoise en Polynésie. Donc, je retourne en Polynésie pour, je pense, 2 semaines. Il y a 4 formations et 4 conférences et 3 formations qui sont prévues au mois de décembre. Et puis en janvier, tournée européenne où je passerai entre autres par Paris, Toulon, Bruxelles et la Suisse. Magnifique. Merci beaucoup Marc-Olivier. Merci infiniment. Avec je vais vite plaisir. Me plonger pour voir quels sont les bons jours et les bonnes dates. Ça devait être une bonne date aujourd'hui. Tout à fait. Moi, je l'ai bien ressenti. Vous avez consulté avant ou pas? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Merci infiniment. Merci Marc. Merci. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Vous partagez. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.